C'est toujours l'essentiel sur France 24. On va plus loin avec Richard Verly, correspondant à Paris du journal suisse Big. Bonjour Richard. Bonsoir. Et Anne Corpet, chroniqueuse internationale à France 24. Bonjour Anne. Bonsoir. Au sommaire, Donald Trump menace à nouveau l'Iran de destruction si le détroit d'Ormuz n'est pas rapidement rouvert. Le président américain, qui avait pourtant donné 15 jours supplémentaires à Téhéran pour négocier, semble perdre patience. Même s'il l'assure, il a déjà opéré un changement de régime à Téhéran en éliminant plusieurs dirigeants iraniens. Emmanuel Macron lui part jusqu'à vendredi au Japon et en Corée du Sud, deux pays très touchés par la flambée des prix du pétrole et du gaz causée par le blocage du détroit d'Ormuz. Et tout de suite, on va plus loin. Les dirigeants iraniens, ceux qui sont encore en vie et aux commandes actuellement, sont-ils soudainement devenus des personnes très raisonnables ou bien méritent-ils de voir anéantir leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole et aussi l'île de Karg? On ne sait plus à quel sein se vouer au gré des déclarations de Donald Trump, le président américain qui prend la parole en moyenne 2 fois par jour sur ce sujet pour dire tout et son contraire. Ce qui semble clair, c'est qu'en cas d'opération au sol, l'armée américaine pourrait chercher à contrôler le principal site pétrolier iranien. Les précisions en images de Noémie Roche. On la surnomme l'île au pétrole. Située dans le golfe Persique, à 25 km des côtes iraniennes et à moins de 500 km du stratégique détroit d'Ormuz, l'île de Karg abrite un très important terminal pétrolier. Près de 90% du pétrole iranien transite par cette petite bande de terre de 25 km². Grâce aux eaux profondes qui l'entourent et permettent l'accostage de grands pétroliers, Karg collecte le brut en provenance des grands champs pétroliers du pays. L'île peut ainsi stocker 30 millions de barils et ses ressources sont vitales pour l'économie du pays. Une grande partie de ses revenus alimente les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, et contribue au financement de son appareil militaire et sécuritaire. L'armée iranienne a déjà menacé d'une riposte en cas d'attaque sur ses infrastructures pétrolières. Nous avons déjà déclaré que nous ciblerions tous les ports ainsi que les banques et les entreprises américaines. Ils pensent qu'en frappant Karg ou certaines îles, ils peuvent faire pression sur nous. Au contraire, toute la pression retombera sur les compagnies pétrolières liées aux États-Unis et à l'Europe. Mi-mars, l'armée américaine avait déjà mené des frappes aériennes sur Karg, mais seulement contre des cibles militaires. Elle s'était alors gardée de toucher les infrastructures pétrolières. Des bombardements plus larges ou une prise de contrôle de l'île pourraient donc rapidement paralyser les exportations de pétrole iranien et priver le pays de l'essentiel de ses revenus. D'après le site d'information américain Axios, Washington envisagerait une autre alternative, un blocus pour asphyxier économiquement l'Iran, une option jugée moins risquée pour Washington. Richard Verly, intervention au sol ou blocus, quelle est la meilleure ou la moins mauvaise stratégie? Dans tous les cas de figure, on ne sait plus ce qui se passe exactement, je crois qu'il faut le dire. Ce qui est tangible, paradoxalement, aujourd'hui, on se retourne vers d'autres sources que le président américain. Il y a une chose qui est tangible, c'est que le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a dit ce week-end qu'ils étaient prêts à accueillir des négociations et qu'ils avaient transmis des messages iraniens aux États-Unis, enfin dans les deux sens. Ça, c'est tangible. Donc oui, il y a un canal de discussion ouvert. À quel rythme ? Qui est concerné ? On ne le sait pas. On sait que les Iraniens aimeraient discuter avec J.D. Vance, le vice-président, qui est plutôt anti-guerre depuis le début. Quant à Donald Trump, franchement, on a arrêté de suivre. En tout cas, moi, j'ai arrêté de suivre, puisqu'il a successivement dit qu'il y a maintenant un troisième régime, donc un troisième régime en Iran. Donc le premier a été détruit, le deuxième est mort, le troisième, il est fait de dirigeants raisonnables, mais ces dirigeants raisonnables, ils n'ont pas l'air de tout à fait l'être, puisqu'ils menacent maintenant de détruire l'île de Karg. Je crois que, pour répondre à votre question directement, le blocus me paraît être une opération dont je ne comprends pas le sens, puisque précisément l'impact économique mondial aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de pétrole qui sort. Donc alors, qu'est-ce que ça voudrait dire exactement ? Et puis l'autre chose, c'est que la destruction ou l'assaut sur cette île, parce que les deux peuvent aller de pair, et bien de toute manière, si vous fermez le robinet d'une manière ou d'une autre, si vous le détruisez le robinet, il n'y aura pas de pétrole qui coule non plus. Donc je l'avoue humblement, dans le brouillard total.
Il n'y a pas un problème d'horizon temporel pour Donald Trump, qui a un calendrier évidemment électoral à la maison, Anne Corpet, et puis qui finalement a créé une situation, le blocus, qu'il cherche maintenant à résoudre. Oui, il s'est pris au piège lui-même d'une guerre qu'il pensait pouvoir mener comme une intervention ponctuelle au Venezuela. D'ailleurs, il fait constamment référence encore aujourd'hui au Venezuela, comme si tout pouvait se régler aussi facilement, mais il est pris dans une dynamique qui visiblement le dépasse. Pour ajouter un point avant de répondre à votre question sur les échéances, moi je suis frappée de voir le président américain annoncer ouvertement sur les réseaux qu'il est prêt à commettre des crimes de guerre en s'attaquant aux infrastructures civiles. Et je rappelle que les Américains ont un très mauvais souvenir des opérations en Iran avec ce commando qui avait lamentablement échoué en 1980 pour libérer les otages, et que Donald Trump lui-même a très souvent moqué l'administration Carter pour cet échec. Peut-être qu'il aimerait bien pouvoir dire « Regardez, moi, j'ai réussi ». Il y a quand même des forces spéciales qui sont arrivées sur place, la 82e division aéroportée, des Marines, tout ça. 17 000 hommes au total. Voilà, il y a en plus des 40 000 qui sont déjà présents dans la région. Bon. Pour ce qui est des échéances, évidemment, il y a les mi-termes, mais bien avant cela, il y a le 4 juillet, le 250e anniversaire de l'indépendance qui va être célébré avec faste à Washington. Évidemment, ça ferait mauvais effet d'avoir dans le même temps des cercueils de soldats américains qui reviennent du Proche-Orient. Et encore plus près, il y a la visite en Chine de Donald Trump qui est prévue du 13 au 15 mai prochain. Donald Trump l'a qualifié d'événement monumental, et la Maison-Blanche a envoyé aujourd'hui même les accréditations à la presse pour ce voyage. Donc il faut qu'il règle ce problème rapidement. En cas d'intervention au sol, que sait-on des capacités militaires aujourd'hui de l'Iran ? Le fait que Téhéran ait recours quand même à des proxys, puisque manifestement des groupes armés chiites irakiens sont présents sur le sol iranien. Est-ce que ça ne donne pas déjà des éléments de réponse finalement, Ce qu'on sait, en tout cas, ce qui est très probable, c'est que les circuits de commandement classiques, les circuits de transmission, de télécommunication, ce qui permet à une armée terrestre de résister, ces systèmes sont détruits. Et ceux qui ne sont pas détruits vont l'être sans doute avant l'éventuel assaut des troupes américaines. Donc les troupes iraniennes auront une grande difficulté, c'est évident, à se coordonner, et à chaque fois qu'elles sortiront éventuellement de leurs repères, elles seront pilonnées par l'aviation américaine et israélienne, puisque vous savez que la défense antiaérienne, il n'y en a plus au-dessus de l'Iran. Par contre, rien ne dit qu'il n'y a pas déjà des éléments prépositionnés pour des embuscades, parce qu'à force de répéter l'île de Karg, l'île de Karg, l'île de Karg, on peut quand même penser que les Iraniens se sont préparés. Il y a la possibilité de sabotage. Imaginez que des soldats américains débarquent et que le complexe pétrolier explose, ça peut faire énormément de morts. Donc je crois qu'il faut faire la différence entre la capacité de résistance. Il paraît évident que l'Iran n'a pas les moyens de résister à une invasion terrestre, mais de toute manière, ça n'en sera pas une. Ils n'ont pas assez d'hommes, les Américains. Ce seront des incursions ponctuelles. Peut-être qu'elles auront lieu, peut-être que l'Iran ne pourra pas résister, mais entre ne pas résister et ne pas faire de pièges, ne pas faire d'embuscades et ne pas causer beaucoup de morts aux États-Unis, il y a quand même une énorme marge. Anne Corpet. Oui, les Iraniens se sont dit prêts à mobiliser 1 million d'hommes en cas d'offensive terrestre des Américains. Vous les croyez ? Ils ont une armée de 600 000 hommes, 350 000 réservistes, et puis il y a les gardiens de la Révolution, les Bassidji. Donc oui, en termes de quantité, ils ont les moyens. En plus, ils ont des gens qui sont idéologiquement très marqués et prêts à combattre, et pour qui la notion de martyr est glorifiée. Ils ont donc les moyens humains. Après, évidemment, ils n'ont pas la technologie des Américains. Donc, en gros, ils ont la quantité, mais pas la qualité. Mais on le voit bien depuis le début de ce conflit. Ils mènent une guerre asymétrique avec un petit drone Shahed. Ils sont capables de semer la confusion. Donc, ce serait une aventure compliquée pour les Américains, en tout cas. Conséquence, en tout cas, de cette guerre, l'Iran menace de s'émanciper des règles internationales en matière d'enrichissement. Téhéran envisage sa sortie du traité de non-prolifération. On fait le point avec Siavosh Ghazi dans la capitale iranienne. Le Parlement prépare une loi d'urgence
donc qui va permettre à l'Iran de quitter immédiatement le traité de non-prolifération et aussi de cesser toute coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc ça sera donc une escalade supplémentaire dans ce conflit parce que les États-Unis demandent précisément que l'Iran arrête totalement son programme nucléaire. Pour un point sur le Qatar, parce que ça c'est important que je voudrais ajouter, c'est que on dit à Téhéran que le Qatar a accepté de transférer à l'Iran quelques 6 milliards d'euros de fonds qui avaient été au départ donc bloqués en Corée du Sud et puis transférés au Qatar avec l'accord des Américains pour être donc mis à la disposition des Iraniens. Et à ce moment-là, il y a 3 ans, les Américains avaient refusé que cela se passe. Et apparemment, donc ce qu'on dit à Téhéran, c'est que le Qatar a transféré donc ces fonds avec des commissions, c'est-à-dire 300 millions d'euros de commissions supplémentaires, donc au Pakistan, qui a donc transféré cet argent qui se trouve déjà à la Banque centrale iranienne, donc ce qui permet à Téhéran de souffler sur le plan économique. Et donc ça serait, si c'est confirmé officiellement, donc un changement considérable dans ce conflit, puisque l'Iran obtiendrait en plus des pétrodollars, donc cet argent qui avait été bloqué au Qatar. Oui, le Qatar, dont je vous le rappelle, le gisement gazier de Ras Laffan avait subi d'immenses dommages voilà une semaine. L'Iran montre ainsi sa capacité de nuisance. Oui, de toute façon, on voit bien que les pays du Golfe, on le sait depuis le début, ils ne s'attendaient pas à être pris pour cible. L'Iran a cultivé l'ambiguïté en disant que ce n'est pas les pays du Golfe qui sont visés, ce sont les bases américaines sur leur sol, mais en réalité, eh bien, ça a conduit à une totale panne économique de ces pays, puisque Dubaï, par exemple, il n'y a plus du tout cette industrie de l'hôtellerie, du tourisme, etc. Il n'y a plus de flux d'hommes d'affaires. Dans le cas du Qatar, eh bien, il y a les dommages aux installations gazières que vous avez évoquées, puis il y a la fermeture du détroit d'Ormuz. Fermeture qui n'est pas totale, puisque l'Iran laisse passer des bateaux, mais qui n'a rien à voir, le trafic n'a rien à voir avec ce qu'il était avant le conflit. Donc l'Iran a gagné la carte de cet impact économique maximal. Et ce qui est très intéressant, il y a quelques jours, on disait beaucoup, j'entendais beaucoup dire, les pays arabes vont y aller, ils vont se joindre à la coalition américaine et israélienne parce qu'ils n'en peuvent plus, ils veulent en finir. Ben pour l'instant, vous avez noté qu'ils n'y vont pas et que le Qatar paye. Ça veut bel et bien dire que les pays de la région, qui sont condamnés de toute manière à vivre avec l'Iran, ils ont toujours vécu ensemble, ils ne sont pas partisans d'une solution de force, surtout avec à sa tête un Donald Trump pour le moins changeant. Et ça pourrait inspirer d'autres États du Golfe, Anne Corpel. On entend dire dernièrement que les États du Golfe pousseraient au contraire Washington à aller au bout, de peur d'avoir un Iran blessé à leur porte. Mais enfin, où est-ce que le Qatar est un cas particulier ? Alors, le Qatar est un cas particulier. D'abord, il partage un énorme gisement gazier avec l'Iran et a maintenu des relations à peu près cordiales avec l'Iran jusqu'au début de cette guerre. Le Qatar a fait office de médiateur à plusieurs reprises entre l'Iran et l'Occident. Si ce que Siavosh nous révélait est confirmé, ce serait vraiment très important parce que, en fait, ces fonds qui étaient bloqués au Qatar l'étaient aussi avec les Américains. Ah oui. Et si le Qatar libère ses fonds sans l'accord des Américains, ça veut dire que les banques qataries risquent de très lourdes sanctions de la part des États-Unis. Donc, est-ce que les Américains s'en servent comme un levier de désescalade ? C'est possible. Est-ce que le Qatar aurait transféré ses fonds sans accord des Américains ? Ça me paraît un peu compliqué. Donc il faut rappeler que le Qatar héberge la principale base américaine de la région, à l'Udeid. C'est vraiment un sujet à suivre. Il faut voir si c'est confirmé. Ce serait vraiment un élément très, très nouveau. Quant aux autres monarchies, d'abord, c'est pas un bloc monolithique. Il faut le répéter. Bahreïn a une majorité de chiites, donc doit faire attention. Situation très difficile en ce moment, Bahreïn. Doit faire très attention sur sa position à l'égard de l'Iran. On a effectivement beaucoup dit que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui étaient comme toutes les monarchies du Golfe très hostiles au lancement des hostilités, seraient à présent
enclin à ce que la guerre se poursuive jusqu'à ce que l'Iran soit totalement désarmé, parce qu'effectivement, ils se prennent beaucoup de drones et de missiles. Le Koweït est particulièrement visé, là, dernièrement, 13 drones aujourd'hui, et surtout cette usine de dessalement d'eau. Alors là, ça, c'est un vrai sujet. Si les Iraniens se mettent à taper sur les usines de dessalement d'eau, c'est vraiment une question vitale pour les monarchies du Golfe qui n'ont que quelques jours de réserve d'eau potable à leur disposition. Et c'est intéressant de voir que le Koweït a accusé l'Iran d'être à l'origine du tir sur cette usine, mais l'Iran dit non, c'est pas nous, ce sont les Israéliens. Téhéran ne veut pas être perçu comme le pays qui entraîne la région dans cette guerre de l'eau. À l'inverse du Qatar, la Turquie annonçait ce lundi avoir intercepté un 4e tir de missile contre son territoire. Va-t-elle continuer d'observer la situation sans réagir? Richard Verlier, on parle là d'une puissance militaire de premier ordre. La Turquie, elle est impliquée ou elle pourrait être impliquée dans les négociations qui se déroulent au Pakistan. D'où l'interrogation, ce missile tiré contre son territoire, quelle est la cohérence? Il est aussi possible qu'il y ait au sein aujourd'hui du régime iranien différentes factions et que lorsque une faction, les gentils de Donald Trump, le 3e régime qu'il considère sérieux, lorsqu'il commence à négocier, d'autres éléments veulent à tout prix saper cette négociation. Vous savez, dans ce climat, chacun cherche aussi à sauver sa peau politique et son clan. Ce qui est certain, c'est que la Turquie, elle aussi, a intérêt à l'apaisement. Elle a intérêt à une situation qui s'apaise parce qu'il en va également de ses contrats économiques. Sauf que pour l'instant, il faut bien dire une chose, les Turcs, ils sortent plutôt renforcés, comme tous les pays de la région qui ne sont pas directement exposés au Golfe Persique. La Turquie, par ailleurs, c'est un endroit de convergence d'oléoducs et de gazoducs qui deviennent de plus en plus importants, notamment en provenance de l'Azerbaïdjan, tout ce qui sort de la Caspienne. Donc on peut dire que si on devait faire une colonne de gagnants et de perdants, la Turquie, pour l'instant, est plutôt dans le camp des gagnants. Oui, et puis avec une autre mainmise aussi commerciale sur le détroit du Bosphore et des Dardanelles, qui effectivement là aussi stratégique. Et la Turquie est aussi membre de l'OTAN. D'ailleurs, ce seraient les moyens défensifs de l'Alliance Atlantique qui auraient intercepté le missile. Elle veut jouer un rôle de médiateur, d'intermédiaire, parce que ce que craint la Turquie, c'est un afflux massif de réfugiés. On se souvient qu'elle avait accueilli des millions de Syriens. Et aussi une déstabilisation avec les Kurdes à sa frontière. On a vu au début du conflit, les Américains tentaient d'agiter les Kurdes qui sont stationnés en Irak. Bon, cette option semble être remise sous le tapis, mais vraiment l'objectif de la Turquie, c'est effectivement éviter une surenchère, une escalade régionale qui lui porterait évidemment tort. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron lui s'envole pour l'Asie ce lundi. Il se rendra au Japon et en Corée du Sud, 2 pays avec lesquels il entend renforcer les liens culturels et économiques via des partenariats et des investissements, mais surtout 2 pays qui partagent les préoccupations de la France face à la situation au Proche-Orient. Et pour cause, tous 2 dépendent étroitement des importations d'hydrocarbures en provenance du Golfe Persique. Sérine Bey. Amortir la hausse des prix du pétrole, c'est l'objectif commun des pays asiatiques. La Corée du Sud a même lancé une vaste campagne d'économie d'énergie. Elle conseille à sa population d'éviter de recharger les appareils électroniques durant la nuit. Lui recommande aussi d'utiliser les transports en commun et de prendre des douches plus courtes. Certains Sud-Coréens restent dubitatifs. Je ne pense pas que réduire le temps sous la douche ou changer l'heure à laquelle on recharge son téléphone sera très efficace. Plus de 80% du pétrole et du gaz qui passent habituellement par le détroit d'Ormuz a pour destination l'Asie. La fermeture de ce point de passage a forcé de nombreux États à négocier directement avec l'Iran. L'Inde a par exemple réussi à sécuriser l'accès pour ses pétroliers, tout comme la Thaïlande. La semaine dernière, les Philippines ont déclaré l'état d'urgence énergétique, tandis que le Sri Lanka et la Birmanie ont mis en place des restrictions de circulation. La Chine, elle, dispose de plus de 100 jours de réserves stratégiques de pétrole, ce qui lui permet d'amortir le choc, mais seulement à court terme. Donald Trump a beau dire qu'il est proche d'un accord avec l'Iran, qu'il va contrôler sa production pétrolière, la vérité c'est que personne ne le croit. Et ce sont les marchés qui le disent, car les prix du pétrole brut ne font qu'augmenter.
L'Iran a prévenu, le prix du pétrole pourrait atteindre $200 le baril. La République islamique veut utiliser tous les moyens à sa disposition pour peser sur l'économie mondiale, espérant ainsi faire céder Donald Trump. On va assister pendant les prochains jours, Richard Verly, à un concert de critiques contre Donald Trump? Écoutez, avec cette visite au Japon et en Corée du Sud, en tout état de cause, Emmanuel Macron est au cœur de ce qu'on pourrait appeler la partie du monde qui va faire la différence. Pourquoi ? Parce que c'est l'Asie qui paye aujourd'hui le prix le plus fort en termes de risque de carburant, risque lié au pétrole. L'Asie entre dans la saison chaude, c'est-à-dire la saison où on branche la climatisation. Vous imaginez les besoins énergétiques. Et par ailleurs, l'Asie est un continent très industrialisé, on le sait, puisque quantité d'entreprises européennes ont délocalisé dans ces régions, et il faut que ces usines tournent. Donc Emmanuel Macron au Japon et en Corée du Sud, là il va pouvoir prendre le pouls, par ailleurs de deux pays qui sont des alliés très proches des États-Unis, en réalité inféodés aux États-Unis. Il y a des bases américaines à Séoul, enfin en Corée du Sud et au Japon, mais des pays qui souffrent de la politique de Trump. Donc à mon avis, c'est un très bon moment pour le président français de se rendre dans cette région, parce qu'au-delà, je dirais, des Européens, il y a toute la question, qu'est-ce que font tous les États qui traditionnellement sont alliés de l'Amérique et qui aujourd'hui se sentent trahis ? C'est l'occasion de décoller justement ces deux alliés de l'Amérique. Anne Corpet, on se souvient que Donald Trump avait demandé à la première ministre japonaise Sanae Takaichi lors de sa visite à Washington l'aide du Japon pour escorter les navires dans le détroit d'Ormuz. Alors, pour être plus précise, il l'avait demandé avant la visite, le 14 mars. Pete Hegseth avait réitéré cette demande le 16, mais quand la Première ministre s'est rendue à Washington, ça n'a pas été le gros sujet. C'est vrai que c'est compliqué du fait de la constitution du Japon, mais ça pourrait, disons, mettre à l'épreuve ce concept de légitime défense collective qu'avait évoqué le Japon au sujet de Taïwan, quand la Première ministre avait dit si Taïwan est attaqué, au nom de la légitime défense collective, on sera fondé à intervenir. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour le Japon, à la fois de dire non à Donald Trump et à la fois de lui dire oui, d'autant que la population japonaise ne soutient absolument pas cette guerre. Mais en dehors des problèmes d'approvisionnement énergétique, là, les Asiatiques sont très inquiets de l'entrée en guerre des Houthis, qui sont en capacité de bloquer un autre détroit stratégique de la région, Bab el-Mandeb, par où passent les exportations de produits asiatiques vers l'Europe. Donc, ils vont se retrouver dans une situation économique vraiment, vraiment compliquée. Oui, on voit à quel point aujourd'hui l'Iran, effectivement, est en mesure de peser sur le commerce mondial et de manière extrêmement générale. Est-ce que Emmanuel Macron, d'après vous, pourra peut-être saisir cette occasion pour vanter la diversification des approvisionnements et notamment le retour au nucléaire, On se souvient que le Japon a été traumatisé par l'accident nucléaire de Fukushima. Le retour au nucléaire, c'est évidemment le grand sujet au Japon. Alors le Japon n'a pas abandonné le nucléaire. Il y a toujours des centrales nucléaires qui sont opérationnelles. En Corée du Sud, c'est intéressant parce que historiquement, c'est la France qui a aidé la Corée du Sud à démarrer son programme nucléaire civil. Donc bien sûr qu'Emmanuel Macron va discuter. Vous savez qu'Emmanuel Macron est maintenant un ardent partisan du nucléaire et discuter de coopération technologique, de coopération aussi dans d'autres secteurs. C'est le moment, j'allais dire franchement. Alors bien, il ne faut pas rêver. On ne va pas sortir ces pays de l'orbite des États-Unis. Ils n'en ont ni les moyens et sans doute pas l'envie, vu l'enjeu de Taïwan et vu la proximité immédiate de la Chine et de la Corée du Nord. Mais c'est le moment de nouer avec eux des partenariats, y compris en matière de défense, parce qu'ils sont comme les Européens. Ils sont liés aux États-Unis par des traités. Ils ne sont pas dans l'OTAN, mais ils ont le même type de traité. Mais que vaut aujourd'hui la parole de Donald Trump ? Donc, il faut qu'Emmanuel Macron en profite et il compte sans doute en profiter. C'est cela le risque pour eux, c'est le désengagement américain. Pas de quoi néanmoins s'aligner vis-à-vis de la Chine, qui est la principale menace sur place. Évidemment, mais pour renchérir aussi sur ce que disait Richard, Emmanuel Macron, il y a presque un an, au dialogue de Shangri-La, avait appelé justement
au renforcement de l'alliance entre l'Europe et l'Asie. Et c'est vraiment ce qu'il va tenter de faire là-bas. Et le nucléaire civil, c'est un champ traditionnel de coopération entre la France et le Japon également. Il y a une trentaine de réacteurs, si je ne me trompe pas, au Japon. Il y en a une dizaine qui sont effectivement en activité et ils vont effectivement tenter d'en relancer d'autres. Il y a une dynamique qui est enclenchée à cet égard. Oui. Une troisième voie est possible entre ces deux géants, Amérique et Chine, et particulièrement dans cette mer de Chine méridionale et cette Asie du Sud-Est qui subissent cette influence chinoise de plus en plus prégnante. Mais il n'y a pas le choix. Le Japon et la Corée du Sud sont des démocraties. Regardez, la Corée du Sud, elle a un président qui a tenté, il y a 1 an maintenant, d'instaurer la loi martiale. Il a été jugé, ou il va être jugé. Le calendrier m'échappe un peu, mais en tout cas, le processus judiciaire a suivi son cours. La loi martiale n'a pas pu être établie. La démocratie sud-coréenne a résisté. Donc, entre les pays européens soucieux de défendre leur modèle, le Japon, la Corée du Sud, et on pourrait y ajouter Taïwan, mais Taïwan est évidemment très compliqué parce que Taïwan n'est pas reconnu comme un pays à part entière, mais comme un territoire chinois avec un système politique différent. Mais je crois qu'il faut effectivement ce type d'alliance parce que la recomposition du monde qui a lieu, c'est une recomposition où on sait, où les démocraties savent qu'aujourd'hui, le protecteur américain n'est plus là, l'assurance vie américaine n'est plus là. Donc quand vous perdez votre assurance vie, il faut essayer de trouver d'autres types d'assurances. C'est ce qui va se discuter entre Emmanuel Macron et les dirigeants japonais et sud-coréens. D'autant que les Américains ont retiré des Marines qui étaient au Japon pour les envoyer au Proche-Orient, ce qui inquiète effectivement les Japonais qui se rendent compte que la protection de leur territoire passe au second plan dès lors que les Américains ont d'autres conflits à gérer. Et on peut ajouter, alors ce n'est pas du tout l'objectif de la visite d'Emmanuel Macron, mais on peut ajouter le cas de l'Australie, par exemple. Rappelons-nous, l'Australie qui se mord sans doute les doigts d'avoir rompu son contrat de sous-marin avec la France. Elle devait avoir des sous-marins à propulsion nucléaire fournis par les États-Unis et le gouvernement australien a compris qu'il ne les aurait sans doute jamais. Donc voilà aussi un pays avec lequel il faut tisser des liens. De toute manière, il n'a pas le choix. Puisque Donald Trump ne pense qu'à lui, il faut aussi penser à nous. Eh oui, merci beaucoup Anne Corpet, Richard Verly et on va penser aussi aux fans de Céline Dion, la star québécoise qui fête ses 58 ans aujourd'hui et qui pourrait bien annoncer dans les toutes prochaines minutes une série de concerts en France, ici même, à Paris, à la Défense Arena, une annonce qui est prévue, vous le voyez, il y a même un décompte sur la Tour Eiffel pour l'occasion, c'est dire à quel point on attend avec impatience ces mots que doit annoncer donc Céline Dion. Vous vous en souvenez d'ailleurs, c'est de cette même Tour Eiffel qu'elle avait chanté l'hymne à l'amour lors de la cérémonie des Jeux Olympiques ici à Paris. Et dans moins de 3 minutes maintenant, elle devrait annoncer donc cette série de concerts exceptionnels. Restez avec nous, on en reparle dans un instant. Ce sera dans l'essentiel sur France 24. L'actualité va de plus en plus vite. À l'heure où je vous parle, on a 575 caméras et ça ne cesse d'augmenter. Ensemble, prenons le temps de mieux comprendre le monde. Je veux construire mon pays. Les grands reporters et correspondants de France 24 vous emmènent au cœur des événements qui façonnent notre vie. Ce quartier résidentiel où je me trouve, l'impact de la roquette est ici. Reporter, une émission primée sur les 5 continents. À voir sur France 24.